Donc, salut l'Académie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, lundi, le 15 mai. On a un Team Call spécial parce qu'on reçoit une invitée spéciale qui va venir nous parler d'un sujet qui est de plus en plus en vogue, si on peut le dire de cette façon-là, même si c'est pas une mode, même si c'est pas quelque chose qui est là juste pour venir brasser un peu la patente en matière d'alimentation. On en entend de plus en plus parler, puis il y a fort à parier que Beachbody va évaluer qu'est-ce que ce mode d'alimentation-là a apporté, en fait, au niveau de la santé dans les prochains mois, prochaines années, c'est très, très sûr. Vous avez probablement déjà entendu parler ou, sans vous être nécessairement documenté à fond, vous avez peut-être vu passer justement des hashtags keto, hashtag low carb high fat, LCHF. Plusieurs informations à ce niveau-là. Puis souvent en matière d'alimentation, c'est le fun de pouvoir démystifier un peu qu'est-ce qu'il y en est, puis pourquoi est-ce qu'on accorde une importance à un certain courant alimentaire, qu'est-ce que ça a comme bienfait, qu'est-ce que ça a comme impact sur la santé et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, moi, j'ai demandé une très grande faveur à une de mes, je dirais, anciennes participantes, parce qu'au départ, Juni a été une participante dans mes cours live. Ensuite, elle a embarqué dans un défi de groupe et depuis ce temps-là, on ne s'est plus jamais quitté. Donc, c'est pour ça que je la considère plus comme une participante, je la considère comme une amie. Donc, quand elle nous a amené ce concept-là, quand elle a porté à notre attention ce concept-là d'alimentation, de low carb, high fat, je vais la laisser quand même expliquer un peu de où ce que c'est sorti, tout ça, puis qui elle est. Mais quand elle nous l'a amené avec la rigueur scientifique dont elle est capable. Juni est radiologiste au CHU en radiologie musculo-squelettique. Donc là, vous allez demander c'est quoi le lien avec l'alimentation keto. Elle vous expliquera, là, c'est pas nécessairement un lien dans sa profession en tant que telle, mais dans toute sa dimension, justement, de bien aller chercher la rigueur derrière une nouvelle affaire qui sort. On veut savoir est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des risques pour la santé? Tout ça. Donc, quand Juni nous a porté à notre attention dans notre groupe ces informations-là qui provenaient d'un groupe de médecins sur Facebook avec lesquels elle interagissait au quotidien, ben, on est plusieurs à avoir embarqué dans la patente, mais vraiment solide. J'ai des participants vraiment sur notre appel qui sont coach rabais, mais qui sont là pour pouvoir venir soutenir Juni aussi puis écouter qu'est-ce qu'elle a à dire. Mais ces filles-là ont complètement voulu embarquer là-dedans et se sont rendues compte à quel point ça a des impacts vraiment super positifs. Donc, j'ai demandé à Juni de venir nous faire une petite présentation parce que je sais que c'est important d'avoir de l'information, de la bonne information. Et elle a accepté avec grande joie, avec un petit peu de stress, c'est certain, parce que vous êtes toutes des nouveaux visages pour elle. Et c'est sûr que moi, je vais quand même faire un espèce de petit disclaimer pour juste rassurer tout le monde. Juni vient vous partager son expérience personnelle. Elle ne vient pas inciter personne à faire quoi que ce soit, à prendre quelconque décision, mais juste que vous soyez au courant de qu'est-ce qui existe et de ne pas, justement pour éviter que vous alliez tout simplement taper quelque chose dans Google et que vous vous fiez à ce qu'on voit passer sur les médias sociaux. Elle va venir amener justement une rigueur scientifique sur cette alimentation-là, low carb, high fat, / keto. Je vais te laisser la parole, ma belle Juni, et tu pourras là, démarrer ta présentation si tu veux le faire tout de suite. Je sais que ta partie de présentation, au début, elle est dans je vais demander à tout le monde de se muter, s'il vous plaît. Le bras noir, parce qu'il y a un bras noir à quelque part. Ça sera pas long. Je vais aller te démuter. Juni. Voilà. Alors, on m'entend? Alors, bonjour à toutes. Merci Amélie de m'avoir invitée. En fait, c'est un privilège. Là. C'est un honneur pour moi de pouvoir aborder ce sujet-là qui est, disons-le, quand même assez controversé. Donc, je vous demande seulement peut-être d'être ouverte, puis d'écouter l'information, puis vous faire votre propre idée, peut-être en digérant tout ça par la suite. Ça s'est pas fait du jour au lendemain pour moi. J'ai fait extrêmement beaucoup de lectures. J'en fais encore. Je ne fais que ça pour apprivoiser le concept.
concept. Donc, je me présente, je suis une femme de 37 ans. En fait, je suis amoureuse de mon homme depuis plus de 20 ans. Donc, on est un bon vieux couple. Maman d'un petit garçon de 3 ans. Donc, comme Amélie vous disait, moi, je travaille dans le domaine de la santé. Donc, c'est sûr que j'ai un intérêt là, pour, justement, pour avoir une rigueur scientifique pour creuser un peu les études un petit peu plus puis essayer de comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous donner du moins une base qui va servir peut-être à fonder un petit peu plus, mais surtout qui va éviter justement d'aller chercher un petit peu partout sur Internet parce que Dieu sait qu'il y en a d'informations, puis c'est pas toujours facile de savoir si c'est fiable ou non. Donc, j'essaie peut-être de rendre ça un petit peu plus scientifique, tout en précisant que je ne suis pas nutritionniste, j'ai pas aucune formation dans le domaine de la nutrition, je suis radiologue, donc c'est bien loin, mais j'ai l'esprit peut-être scientifique dans le but de fouiller tout ça. Donc, voilà. J'ai mis, en fait, je compte un petit peu sur toi, Amélie, là, si jamais j'ai mis des concepts quand même physiologiques pour vous aider à comprendre un peu. Moi, j'aime bien comprendre pourquoi je fais quelque chose. Juste de l'information un peu lancée comme ça, je trouve que ça s'accroche après rien puis que ça reste pas dans nos cerveaux. Mais si jamais je vous perds, j'avoue que je suis pas très familière avec le mode de fonctionnement de Zoom, mais si les gens sont complètement perdus, gênez-vous pas pour m'arrêter ou faire quoi que ce soit. En fait, là, c'est très informel. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, oui, bien, comme je te mentionnais, Joe, je vais gérer le chat. Donc, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à aller les écrire, puis je pourrai là, occupe-toi de ta présentation, puis je pourrai m'occuper là, du côté chat, comme ça, tu ne seras pas distraite par ce qui va être écrit là. OK. Là, je tente le partage, d'accord? J'espère que ça va marcher. Pas long. Est-ce que Ça fonctionne! Tout est beau! Bon, alors, je peux vous raconter brièvement ma petite histoire à moi. Pourquoi je me suis intéressée à ça? En fait, j'ai fait du diabète de grossesse. Donc, il y a 3 ans, presque 4 maintenant, quand j'étais enceinte de mon petit coco, j'ai fait un bon diabète de grossesse avec insuline, toute la bastringue qui sortait de je ne sais où. Là. Je suis quelqu'un quand même d'assez en santé, du moins de ce que j'en croyais. Puis en fait, je pensais que ça partirait tout bonnement après la grossesse, mais non, surprise, ce gentil petit prédiabète est resté, donc non sans générer beaucoup de stress pour moi, en fait, là, justement, en travaillant un petit peu dans le domaine, je sais ce que ça peut apporter comme complication, puis je vous cacherai pas que pour moi, c'était quand même un stress au quotidien. Donc, j'ai fait ce que la majorité des gens ont tendance à faire, c'est-à-dire, je vais essayer de tout faire pour pas avoir à prendre de médicaments, parce que ça m'intéressait pas. Donc, j'ai coupé, en fait, tous mes glucides. Je me suis dit, bon, ben c'est les sucres qui font monter ma glycémie. Je coupe tout, tous les sucres, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Quand je dis tout, là, c'est pas mal tout. Là. En fait, je mangeais plus grand-chose de sucré, puis ça n'a rien changé, en fait. Là. Mes valeurs de glycémie étaient toujours aussi élevées. Donc, c'est resté comme ça, non sans générer du stress. Puis, graduellement, je fais partie d'un groupe, en fait, là, qui juste peut-être dans le but de vous rassurer, là, c'est un groupe sur Facebook qui est formé de 2000 médecins canadiens. Donc, il y a une population médicale quand même assez grande qui est exclusivement sur l'alimentation LCHF cétogène. Donc, quand j'ai eu une invitation pour être membre de ce groupe-là, je ne vous cacherai pas que ça a allumé une grosse lumière d'intérêt chez moi. Donc, c'est à partir de là, en fait. C'est vraiment émergent dans le domaine médical, ça gagne en popularité. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours parce que justement, c'est comme un boom ces temps-ci. Donc, ce que je peux peut-être vous dire, c'est que moi, j'ai eu le temps ça fait 2 mois que je fais ça, puis j'ai déjà eu le temps de valider les bénéfices, en fait, sur ma santé. Je pourrais vous le dire un petit peu plus tard, mais déjà, mes paramètres sanguins, en fait, se sont normalisés très rapidement, donc c'est très impressionnant. Donc, j'ai quand même des valeurs tangibles, puis il y a plusieurs autres avantages que je vais vous présenter. Donc, la terminologie pour commencer, quand on dit low carb, high fat, qu'est-ce que ça veut dire? LCHF, en fait, ça veut dire low carb, high fat. Donc, faible en glucides, les carbs, c'est les glucides, et élevé en gras, en bon gras. Donc, dans l'alimentation, pour faire vraiment un petit review très rapide, quand on mange, en fait, on a
trois macronutriments. Donc, notre nourriture est constituée principalement de glucides, de protéines et de lipides. Toutes les autres choses, les vitamines, les minéraux, tout ça, c'est plutôt les micronutriments. Donc, les glucides, c'est les carbohydrates, c'est les carbs, donc c'est synonyme. Les protéines, les lipides, le gras, c'est la même chose. Donc, quand on mange, principalement, c'est les trois principales molécules qui nous nourrissent, qui nous donnent de l'énergie pour avoir notre métabolisme de base et faire de l'exercice physique. Donc, 2 personnes sur 3 sont considérées obèses aux États-Unis, c'est pas rien, là, 66% de la popularité américaine. Je vous parle des États-Unis, en fait, parce que la majorité des livres sont anglophones. Là, il y en a quelques-uns en français, là, mais c'est surtout américain, mais c'est tout à fait valable. Donc, l'Américain standard, lui, qui est obèse, qu'est-ce qu'il mange? Il mange high carbs, high fat, donc élevé en glucides et élevé en gras. Donc, on a tenté d'attaquer le problème de l'obésité, puis on a essayé plein de choses. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que malgré tout ça, le taux d'obésité continue à augmenter, les maladies cardiovasculaires continuent à augmenter. Donc, malgré tout ce qu'on a tenté, ça ne semble pas s'en aller dans la bonne direction. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été tentées. On a tenté de diminuer les calories en disant si on en entre moins dans quelqu'un qui en sort, ben on va finir par perdre du poids. On a essayé de faire du low carb, low fat. Donc, c'est moi-même ce que j'ai fait quand j'ai appris mon pré-diabète. Donc, j'ai baissé mes carbs, très, très faibles en glucides, mais j'ai gardé mes gras tellement bas parce que j'avais peur d'en manger comme la majorité d'entre nous. Et puis, il y a aussi les high carbs, low fat, donc ceux qui mangent beaucoup plus de glucides, mais qui gardent les gras bas. Je vais vous détailler ça, en fait, parce que vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Là, c'est peut-être des choses que vous avez essayées. Vous allez peut-être documenter que ça a fonctionné pour vous ou pas. Donc, pourquoi ça ne marche pas? La restriction calorique, en fait, c'est quand même un concept qui est assez classique, là, c'est-à-dire on mange moins, on bouge plus, on devrait perdre du poids. Non, c'est logique. Oui, pendant les premières semaines, les premiers mois, en fait, ça fonctionne parce que le corps n'a pas le temps de s'habituer. Donc, on lui en donne moins, on lui demande de fournir plus d'exercices. Donc, oui, la majorité des gens vont perdre du poids dans les 6 à 12 premiers mois, mais ils vont le regagner. Pourquoi? En fait, c'est la loi de la conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, notre corps, en fait, il est très wise. À un moment donné, il va comprendre qu'on lui donne moins de calories, puis il va dire, ben là, on me demande de fonctionner sur moins d'énergie. Donc, le métabolisme basal va diminuer. Le corps va apprendre à fonctionner avec moins. Donc, si on lui donne moins de calories, il va apprendre à fonctionner avec moins. Il va rétablir l'équilibre. Donc, graduellement, le poids va revenir. Donc, si on voudrait que cette théorie-là fonctionne, il faudrait qu'on coupe de plus en plus nos calories. À chaque fois que notre corps s'adapte, il faudrait qu'on coupe de plus en plus de calories, de plus en plus, mais à un moment donné, on n'aura plus d'apport énergétique, puis on va mourir. Parce que si on n'a pas de gaz à mettre dans la tank, le corps, à un moment donné, ne pourra plus fonctionner. Donc, ça a été bien démontré dans plusieurs livres que j'ai lus, plusieurs ressources. La restriction calorique, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne à court terme, mais pas à long terme. LCLF, donc Low Carbs, Low Fat, c'est ce que j'ai moi-même tenté en disant, je vais couper mes glucides, mais je ne vais pas augmenter mes gras parce qu'on a quand même la croyance populaire que le gras, c'est pas bon pour la santé, il ne faut pas en manger. Par contre, notre corps, lui, doit se nourrir de quelque chose. Donc, si on diminue nos glucides, puis qu'on n'augmente pas nos gras, qu'est-ce qui reste? Il reste les protéines. Donc, par défaut, une diète low carb, low fat va devenir une diète élevée en protéines, forcément, parce qu'il faut s'alimenter, sinon on n'aura plus d'énergie pour rien faire. Là. Même si on ne fait pas d'exercice, notre corps, à la base, il doit quand même fonctionner. Donc, ça nous prend un minimum de macronutriments. Donc, comme je vais vous montrer un petit peu plus loin dans ma partie un petit peu plus théorique, ce qu'on sait, c'est que les protéines, si on en mange trop, on va prendre les protéines qu'on a besoin pour notre énergie, mais l'excès de protéines va se transformer en glucides, donc en carbs, au foie. Donc, au bout du compte, on n'a rien gagné. Donc, moi, j'ai compris avec mes lectures, c'est exactement ça qui m'est arrivé. En fait, pourquoi ma glycémie restait toujours haute, pourquoi elle ne rebaissait pas, mais je mangeais tellement de protéines, je ne mangeais plus de glucides, je ne mangeais pas de gras. C'est toujours bien que je mange pour vivre. Donc, en fait, c'est ce qui arrive avec les diètes, l'alimentation low carb, low fat. Il y a aussi l'alimentation high carbs, low fat, donc souvent plus rencontrée dans le type d'alimentation végé, vegan. En fait,
je ne suis vraiment pas à l'aise avec ce type d'alimentation-là. Il y en a peut-être qui sont dans le groupe sûrement, mais ce que je crois comprendre, en fait, c'est que comme il y a moins de sources de protéines végétales, bien, il y a moins de sources de protéines animales, il y a plus de sources de protéines végétales. Donc, en fait, les carbs viennent de ces sources-là, comme tout ce qui est légumineuses, féculents, les farines, tout ça. Je pense qu'il y en a plus dans ce type d'alimentation-là, le riz. Donc, ça vient amener une charge en glucides, parce que je pense que je le précise plus tard, mais quand je vous parle de glucides, je vous parle pas juste des sucres sucrés, mais je vous parle de tous les féculents, donc pain, patates, pâtes, tout ça. Donc, comme il y a moins de gras de source animale, souvent cette alimentation-là va être élevée en glucides via les légumineuses, les féculents et tout ça. Donc, on vient chercher encore une charge élevée en glucides. Donc, la terminologie un peu plus précise maintenant, j'essaie d'y aller à petite bouchée pour pas trop vous abrutir, là. Low carbs, high fat, c'est élevé en glucides. Faible en glucides. Il y a trop de lettres, là. C'est faible en glucides, élevé en gras. En fait, il existe 3 catégories si on veut être un petit peu plus précis. Il existe la forme libérale, la forme modérée, puis la forme stricte. Donc, dans ces 3 formes-là, la part en bon gras est toujours élevée, on va le voir plus tard, mais c'est la part en glucides qui va varier. Donc, si on est un peu plus libéral, on peut avoir 50 à 100 grammes de glucides par jour. Si on est modéré, 20 à 50. Puis, si on est strict, moins de 20 grammes de glucides par jour. Juste pour vous donner un ordre de référence, une banane, c'est 16 grammes. Donc, moins de 20 grammes par jour, c'est vraiment pas beaucoup. Puis, ce qu'on va calculer pour le LCHF, c'est les carbs nets. Donc, je vais vous le montrer plus loin. C'est les carbs totaux moins les fibres, parce qu'on considère que les fibres ne comptent pas. Je vais y revenir. Puis, la diète keto ou cétogène, parce qu'on a tendance à le mettre ensemble, c'est quoi la différence? En fait, dans la littérature francophone, le LCHF, ça se dit mal. Fait que les gens ont tendance à dire diète cétogène en synonyme de LCHF. Mais dans les faits, si on est puriste, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, le terme keto, le terme cétogène est utilisé un peu à toutes les sauces. C'est correct, ça reste quand même dans le même ordre d'idée, mais si on veut vraiment la vraie définition d'une diète cétogène, c'est celle-ci. En fait, c'est very low carbs, high fat. Donc, c'est l'équivalent du LCHF strict, donc 20 grammes de glucides par jour, mais en plus, on restreint les protéines pour être certain de jamais tomber en excès de protéines et avoir un excès de glucides. Et on calcule les carbs totaux. Donc, on a encore 20 grammes de carbs totaux, c'est encore moins que 20 grammes de carbs nets. Pourquoi je vous précise tout ça? En fait, c'est que la diète cétogène, c'est le mode d'alimentation qui vous permet de brûler du gras tout le temps, d'être en mode fat burner au lieu d'être en mode sugar burner, alors que le LCHF, libéral, modéré, strict, vous allez probablement être en mode fat burner in and out, en mode sugar burner in and out, selon votre rapport en glucides. Alors que les gens qui respectent la diète cétogène, la vraie, là, si on prend la vraie définition, théoriquement, ils sortent jamais de leur mode fat burner, donc c'est des fat burning machines tout le temps. Voilà. Amélie, fais-moi un petit signe de tête si ça va, c'est pas trop mélangeant. OK, super. Alors, maintenant, les carbs nets versus totaux, juste pour savoir un peu dans quelle catégorie on se situe, pourquoi, en fait, on les soustrait. Les fibres, c'est considéré comme des carbs dans les fiches nutritionnelles. Mais l'absorption dans l'intestin, elle est très, 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 très lente, même des fois pas absorbée du tout. Donc, ça contribue très peu à la sécrétion d'insuline, qui est l'hormone qui réagit quand on mange des glucides. Donc, on les soustrait. Donc, les carbs nets, c'est les totaux moins les fibres. Donc, vous voyez ici, je vous ai montré une fiche nutritionnelle d'une bâtonne, n'importe quoi. Les glucides totaux, c'est 21 grammes. Si je fais LCHF, que je n'ai pas la diète cétogène, la vraie stricte, là, je vais calculer cette alimentation-là en faisant 21 moins 4. Donc, ça fait 17. Donc, j'ai 17 grammes de carbs nets. Puis là, je vous entends déjà réfléchir de dire, oui, mais le sucre, là, à 7 grammes en bas, là, pourquoi ça ne balance pas, là? Oups! Ça ne balance pas, en fait, parce que
tous les féculents, s'il y a de l'amidon, s'il y a des trucs de maïs, de riz, de tout ça, ça apparaît pas dans la fiche nutritionnelle. Donc, ça veut dire que dans 21 grammes de glucides, il y a 4 grammes de fibres, il y a 7 grammes de sucre, puis la balance qui reste, c'est des glucides autres, mais ceux-là, il faut les calculer dans notre rapport de glucides. Donc, il ne faut pas juste aller voir la ligne sucre puis dire « Ah, ben mon aliment, c'est 7 grammes. » Non, c'est 21 moins 4, donc 17. Les carbs nets versus totaux, moi, je vous donne le portrait de ce que j'ai lu le plus souvent. C'est sans aucun doute les carbs nets à utiliser pour le LCHF. Ce qui est controversé, en fait, c'est dans la diète cétogène pure. Il y en a qui disent, ben, on continue à prendre les nets, ça nous donne une petite chance. Il y en a qui sont vraiment très stricts et qui calculent les totaux. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas tranché au couteau, je peux pas vous dire vraiment c'est quoi le final de ça parce que les deux, j'ai vu les deux. Donc, rapidement, pour aller plus en détail après, on limite les sucres et les féculents pour être LCHF. On favorise les bons gras. Évidemment, je vais vous donner des exemples. On favorise les protéines en quantité modérée, surtout si on est very low carbs pour pas que ça se transforme trop en glucides. On favorise nos glucides en provenance des légumes verts et des légumes à feuilles. Là, peut-être qu'il y en a qui se disent « OK, il y a des glucides dans les légumes. » Ben oui. C'est ça. En fait, quand avant de découvrir ce type d'alimentation-là, moi, les légumes, c'était comme, ben c'est free, là, let's go, les légumes, j'ai faim, je peux bien manger la botte de kale au complet, si ça me tente, c'est correct. Il n'y en a pas beaucoup, mais théoriquement, encore là, je ne veux pas vous faire peur, c'est vraiment dans le but d'expliquer le concept, mais quand on suit le concept LCHF, by the book, ce qu'on n'est pas obligé de faire. Mais théoriquement, les glucides devraient seulement venir des légumes, on ne devrait pas avoir, tu sais, de sucre raffiné. Donc, on mange des aliments non transformés. Ça, c'est vraiment le concept. Évidemment, on n'est pas parfait, on n'est pas des machines, puis on n'est pas obligé de suivre ça à la lettre. Voilà. Donc, un peu de théorie. En fait, l'alimentation cétogène, c'est vraiment pas récent. Ça existe depuis vraiment des décennies, en fait. C'était utilisé chez les enfants épileptiques. Ils se sont rendus compte que quand ils plongeaient les enfants en cétose, les enfants arrêtaient de convulser. Puis ils se sont rendus compte que parmi les petits ronds, les petits obèses de la gang, ben whoop, il y en avait quelques-uns qui maigrissaient en même temps. C'était pas du tout le but. Mais ils se sont rendus compte que c'était un effet secondaire, en fait, de l'alimentation cétogène, ça fait perdre du poids. Récemment, il y a plusieurs médecins et autres physiciens, là, spécialistes de la santé, qui se sont intéressés à la diète LCHF pour traiter l'obésité et le diabète. Donc, ils se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait un très fort lien avec l'insuline. C'est l'insuline qui est la grande coupable du diabète et de l'obésité. Et puis, c'est les dernières découvertes, en fait, là, qui, depuis quelques années, donc, c'est revenu un peu plus, je ne dirais pas à la mode parce que c'est pas une mode, mais c'est revenu un peu plus sur la map, disons, pour cette raison-là récemment. Donc, un peu de théorie encore là, je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là, mais je vais essayer de ne pas y aller trop en profondeur. Donc, l'insuline, en fait, c'est l'hormone qui est sécrétée par le pancréas lorsqu'il y a un apport de sucre dans le sang, donc principalement quand on mange. Donc, on mange, il y a des glucides dans notre sang, le pancréas dit « wow, il faut qu'on fasse rentrer ça dans les cellules », donc on sécrète de l'insuline. Évidemment, plus on mange de sucre ou de féculents, plus on va sécréter d'insuline. Moins on en mange, moins on en sécrète. Le corps, qu'est-ce qu'il peut faire avec les glucides une fois qu'on les a mangés? Il peut les utiliser comme source d'énergie. C'est ça qu'il va faire en premier. Donc, votre métabolisme de base, l'exercice, si vous vous entraînez, si vous courez. Donc, la majorité des gens sont des sugar burners. Donc, en fait, vous utilisez votre énergie, vous générez votre énergie, à partir du sucre. Le sucre est utilisé en premier lieu pour vous fournir de l'énergie. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec le sucre qui reste? Si vous avez mangé vraiment beaucoup de sucre, je ne sais pas, moi, un méga dessert hyper sucré, puis que vous faites zéro exercice, après avoir mangé, ben, le corps, son métabolisme de base, ben, il va utiliser un petit peu de glucose, puis après ça, ben, il va le stocker. Donc, pardon, il va le stocker dans le foie ou dans les muscles. Puis l'insuline, elle, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? C'est ça son rôle, en fait. C'est qu'elle, c'est la clé qui permet d'ouvrir la serrure pour que le sucre puisse rentrer dans les cellules. Donc, soit les cellules du foie, soit les cellules des muscles. Donc, c'est pour ça que dès qu'on a du sucre dans le sang, l'insuline, elle, est sécrétée tout de suite pour aider au sucre à rentrer dans les cellules, soit du foie ou des muscles.
Donc là, en fait, ça vient déconstruire des concepts qu'on a. En tout cas, moi, ça m'a ébranlé dans mes convictions. C'est que l'insuline, en fait, elle, ce qu'elle va faire, elle diminue la glycémie. Elle a aussi d'autres rôles, donc elle augmente l'appétit. Elle va permettre de stocker le sucre au foie, comme je viens de vous dire. Elle empêche aussi de mobiliser notre gras. C'est-à-dire que le gras qu'on a, l'insuline, elle, son rôle, c'est de faire disparaître le sucre. Donc, elle va dire aux cellules de gras, vous ne bougez pas, vous autres. Là, tant qu'il y a du sucre, vous restez où vous êtes. Donc, ça va nous empêcher de brûler nos graisses, en fait, l'insuline. Donc, plus on a d'insuline, moins on brûle nos graisses et on favorise le mode sugar burner. Ça va favoriser en plus le stockage des graisses parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de graisse en circulation, on veut les stocker pour qu'on brûle le sucre en premier. Donc, elle diminue aussi la production d'hormones de croissance qui a un beau lien pour développer nos muscles quand on s'entraîne. Donc, ça, on ne veut pas qu'il y en ait moins, mais elle fait ça. Puis, elle favorise l'inflammation aussi. Donc, ici, juste une petite image pour vous démontrer que quand l'insuline monte, en fait, on va faire monter notre insuline avec beaucoup de sucre. Évidemment, si on mange du sucre, l'insuline va monter. Si on mange souvent, l'insuline va monter encore plus. Puis, si on ne bouge pas, évidemment, on va moins dépenser d'énergie. Si on a une diète qui est faible en glucides, on va moins sécréter d'insuline quand on mange. Si on mange moins souvent ou qu'on sort des repas, on va sécréter moins d'insuline. Puis si on fait de l'exercice, ça va faire baisser notre glycémie. Donc, on va moins sécréter d'insuline. Donc, déjà, j'apporte des concepts un peu perturbants parce que moi, j'étais du type à manger 3 repas par jour, 3 collations. Donc, c'est un peu choquant. Donc, en comprenant ça, on est capable de comprendre qu'on veut le moins d'insuline possible dans notre système. C'est logique. Donc, on doit minimiser sa production. Comment? En mangeant moins de glucides pendant nos repas, en mangeant le moins de repas par jour possible, en évitant les collations, de grignoter entre les repas, puis en faisant de l'exercice le plus possible. Qu'est-ce qui se passe quand on mange? Donc, on a nos 3 macronutriments, glucides, protéines, lipides. Donc, quand on mange le sucre, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je vous le répète parce que c'est quand même la notion qui est la plus importante à retenir. Donc, on l'utilise comme source d'énergie en premier. Après ça, on le fait rentrer dans les cellules du foie ou des muscles, puis on va le réutiliser plus tard. Si on a beaucoup trop de sucre dans notre foie va devenir gras. Donc, on va faire de la stéatose hépatique, un foie gras, donc c'est pas souhaitable non plus. L'excès, une fois là, qu'on a rempli, on a brûlé notre énergie, on a rempli notre foie, on a rempli nos muscles, il n'y a plus de place, là. On a encore du sucre parce qu'on en mange beaucoup. Bien là, en fait, l'insuline, elle sait comme plus trop quoi faire, fait qu'on convertit l'excès en gras. Qu'est-ce qui est bien dommage, en fait, c'est que c'est à sens unique, cette conversion-là. C'est que on ne peut pas reconvertir le gras en sucre pour l'utiliser. Donc, quand on est des sugar burners, qu'on mange beaucoup de sucre, qu'on en mange beaucoup, beaucoup, puis qu'on ne sait plus où l'envoyer dans notre corps, bien, à un moment donné, on le convertit en gras. Mais on n'est pas capable de le reconvertir en sucre. Donc, ce gras-là, on va être capable de l'utiliser seulement si on se met à brûler des graisses. Donc, c'est pas mineur quand même. Puis, ça peut aussi être converti en triglycérides. Bon, triglycérides, je vous le mets parce que si jamais, c'est le nom d'une molécule, c'est une molécule de gras. Par contre, si j'ai un truc qui flash, Amélie, c'est pas pour moi, hein? Un truc orange. Donc, c'est ça, les triglycérides, en fait, c'est qu'on pense que c'est les principaux responsables des maladies cardiovasculaires, des infarctus. Donc, il y a un lien direct entre le sucre et les triglycérides. Donc, plus loin, je vais vous dire pourquoi manger gras ne nous rend pas plus gras puis ne cause pas plus de crise cardiaque. C'est parce qu'en fait, c'est le sucre qui est responsable de ça et non le gras. Les protéines, maintenant, on en mange. On va les utiliser pour régénérer nos muscles et nos tissus. Puis, l'excédent va être converti en sucre par le foie. Fait qu'encore une fois, trop de protéines, c'est comme manger trop de sucre. Les gras, maintenant, ils sont stockés en périphérie, donc comme gras un peu partout, ou autour de nos organes, donc comme gras, mais dans l'abdomen. Donc, les lipides, ça ne peut pas devenir du sucre. Les gras, ça reste du gras, puis vous êtes capable tranquillement de faire le lien que si on est des fat burners et non des sugar burners, bien ce gras-là, si on en mange, on va pouvoir le brûler assez rapidement aussi. Donc, quand on fait de l'exercice maintenant, on a mangé, puis on se dit, bon, on va faire descendre un peu ça.
on va faire d'exercice. Donc, quand on est des sugar burners, comme la majorité des gens qui ont une diète non LCHF, on va utiliser nos réserves de glucose pour produire de l'énergie. Si on diminue notre apport de glucides, donc on décide d'adopter une alimentation LCHF ou une alimentation cétogène, bien, non seulement on n'en apporte plus dans notre alimentation, mais ce qui va se passer au début, en fait, on en a de stocké là. Donc, on va continuer à être des sugar burners pendant notre période d'adaptation parce qu'il faut vider notre stock de sucre. Parce que le corps, lui, il veut toujours se débarrasser du sucre en premier. Toujours, toujours. Donc, si on a un foie gras, qu'on a beaucoup de gras puis de sucre stocké là, puis qu'on a beaucoup de sucre stocké dans nos muscles, bien, même si on est LCHF strict pendant quelques semaines, en fait, il faut vider nos stocks de sucre. Fait qu'on ne devient pas fat burner du jour au lendemain. Mais une fois qu'on a épuisé nos réserves, par contre, là, si on n'en apporte plus dans notre alimentation, bien là, on va toujours être en mode quand même assez fréquent ou in and out, mais assez régulier de brûler du gras. Donc, c'est ça la cétose, en fait. Là, on brûle nos graisses comme source d'énergie au lieu de brûler du sucre. Donc, on devient des fat burners au lieu d'être des sugar burners et on est en cétose nutritionnelle. Pourquoi le corps veut toujours brûler le sucre en premier? C'est mal fait. En fait, le problème, c'est que le foie, lui, il ne peut pas stocker du sucre à l'infini. Donc, son réflexe, c'est de dire, ben là, je commence à être pas mal overload en sucre, il faudrait qu'on le brûle. Alors que le gras, notre corps peut en stocker à l'infini. Vous pouvez devenir obèse à l'infini. Fait que du gras, vous allez toujours pouvoir en stocker. Donc, le corps est quand même, c'est inné, là, la nature, il va avoir tendance à se débarrasser du sucre en premier parce qu'il ne peut pas en stocker trop. Donc, si le corps a le choix, il va toujours brûler le sucre en premier. Toujours. Donc, tant qu'on a du sucre dans le système, on ne pourra jamais aller puiser dans nos réserves de gras. Jamais. Donc, la cétose nutritionnelle, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai déjà un peu parlé. Ça fait déjà partie de notre métabolisme naturel. Si on est en jeûne, en fait, ils ont fait des études, pendant la guerre ou les périodes où il y avait des restrictions alimentaires, en fait, le corps, c'est une façon de se défendre. En fait, il va aller puiser. S'il n'y a plus de sucre dans son corps pour fournir de l'énergie, le corps est wise, il va se rendre compte que du gras, il peut l'utiliser comme source d'énergie, puis qu'il y en a pas mal en réserve. Donc, en fait, dès qu'on a une demande d'énergie qui est disproportionnée à l'apport en glucides, le corps va se mettre en cétose nutritionnelle de façon métaboliquement naturelle pour continuer à avoir de l'énergie. Donc, quand il n'y a pas d'insuline, comme on vient de voir, s'il n'y a pas d'insuline, bien évidemment, on va avoir tendance à brûler les graisses. Donc, je vous ai dit tantôt que l'insuline empêchait le gras de sortir des cellules. Donc, si on n'a plus d'insuline, le gras, lui, il n'y a plus personne qui l'empêche de sortir des cellules. Donc, il va y avoir un phénomène qui s'appelle la lipolyse. Donc, c'est que maintenant, les cellules vont pouvoir libérer leur gras. Si les cellules libèrent leur gras, on peut les utiliser comme source d'énergie, puis on peut les brûler nos gras. Donc, ces cellules-là qui vont laisser aller le gras vont permettre au foie de brûler du gras au lieu de brûler du sucre. Donc, les cétones, en fait, c'est le produit, c'est le déchet. En fait, quand on brûle nos gras, on produit des cétones. C'est le résultat métabolique de brûler des cétones. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la cétose. Quand on est en cétose, c'est parce qu'on a des cétones dans notre système. C'est parce que notre corps, en fait, peut libérer le gras de ses cellules et les brûler. Ça nécessite une phase d'adaptation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme je vous l'ai dit, il faut que votre corps, dans un premier temps, se vide de ses réserves de sucre avant que le gras devienne sa source d'énergie principale. Donc, la cétose nutritionnelle, la période d'adaptation, ça peut varier d'un individu à l'autre. Si vous n'êtes pas obèse, que vous n'avez pas de problème d'insuline ou de sucre, ça peut se faire en 1 à 2 semaines. Moi, j'avais une résistance à l'insuline parce que j'avais un problème de glycémie, j'avais un prédiabète, donc ça a peut-être été un petit peu plus long pour moi. Donc, en fait, le corps, lui, notre corps, il est bien fait, puis c'est complexe, le corps humain. On ne peut pas du jour au lendemain lui dire, bon, ben toi, là, tu es un sugar burner, puis tu te vires de bord à 180 degrés et maintenant, tu brûles du gras.
Il faut qu'il s'ajuste quand même, il faut qu'il produise les bonnes hormones, les bonnes enzymes pour un peu fine-tuner son processus de brûler des graisses. Puis le tube digestif aussi va absorber les nutriments de façon un peu différente. Donc, pendant ces 2 semaines-là, plus ou moins quelques 2 autres semaines, on est un peu en phase de transition. Je pense que c'est bien important de la comprendre, cette phase-là, parce qu'elle est un peu rebutante, honnêtement. Moi, j'avais le stress vraiment de vaincre mon prédiabète, donc j'étais très déterminée, mais c'est une période peut-être un peu moins intéressante. Donc, si on comprend ce qui nous arrive puis qu'on est bien outillé, je pense que c'est plus facile de passer au travers pour celles que ça intéresse. Donc, en anglais, ils appellent ça le Keto Induction Flu. Là, c'est comme une espèce de syndrome rhume grippal où on file pas bien parce qu'on est en train de se mettre en mode de cétose nutritionnelle. Donc, je vais y revenir plus tard, en fait, pour la période de transition avec des petits trucs. Je ne veux juste pas perdre le fil là, de la portion un peu plus théorique pour qu'on puisse en sortir puis que je vous endorme pas trop. Donc, une petite analogie pour les sucres. En fait, je la trouvais jolie, là, j'ai lu ça dans un livre, c'est l'analogie du frigo, en fait. Les sucres, c'est comme notre frigo. C'est notre frigo qu'on a dans notre cuisine, au rez-de-chaussée, qui est facilement accessible. Donc, les sucres dans notre corps, c'est la même chose. Dès que nos stocks baissent, on veut le remplir, on va faire l'épicerie, on mange du sucre. Donc, notre corps il est toujours en mode de sugar burner et le turnover du sucre, ça se fait quand même assez rapidement. Donc, si vous avez une diète, une alimentation, je devrais dire, qui contient des sucres en quantité raisonnable, vous allez avoir faim à toutes les 2 à 3 heures. Parce qu'en fait, vous allez avoir un apport en glucides, vous allez sécréter de l'insuline, l'insuline va faire rentrer le sucre dans les cellules, vous allez tomber en genre d'hypoglycémie ou juste comme en « j'ai plus de sucre dans le sang », vous allez avoir un signal de faim qui va dire « wow, wow, je veux du sucre encore ». Donc, le sucre, là, c'est comme une drogue. Puis, ils ont vraiment étudié ça, là, ça ressemble à la morphine. Ça crée une genre d'accoutumance. Puis, il y a vraiment un processus physique qui va en arrière de ça. Quand on a beaucoup de sucre dans notre alimentation ou des féculents, là, c'est encore tout synonyme, c'est normal qu'on ait faim à toutes les 2-3 heures, d'où la nécessité de prendre des collations puis manger régulièrement. Nos graisses, eux autres, c'est comme le congélateur dans le sous-sol. On fait beaucoup, beaucoup de réserves, mais on ne les utilise pas tant que le frigo du rez-de-chaussée est plein. Donc, tant qu'il y a du sucre là, dans notre système, là, le frigo il est plein, on ne va pas se badrer, casser le bicycle, à descendre les escaliers, à aller fouiller dans le gros congélateur pour aller chercher dans nos réserves de gras ou aller chercher de la bouffe. Notre congélo, il est plein. En haut, il y en a plein de sucre. Donc, les gras, c'est la même chose. C'est comme le gros congélo dans le sous-sol. Ça se mobilise moins bien, on a moins envie d'y aller. Puis, il faut que notre frigo soit vraiment vide pour qu'on ait envie d'aller dans le congélateur. C'est la même chose. Quand on n'a plus de sucre, c'est là qu'on se met à l'épuiser dans nos graisses. Donc, je pense qu'une crainte là, ou une interrogation qui revient souvent, c'est pourquoi manger gras ne nous rend pas plus gras? Bien, ça vient recouper un peu ce qu'on s'est déjà dit, mais je vais quand même essayer peut-être de le phraser un peu différemment. Le gras, c'est la seule macromolécule ou le seul macronutriment qui ne stimule pas l'insuline. On sait que le sucre va stimuler directement l'insuline, puis on sait que les protéines, si on en mange trop, ça va sécréter l'insuline aussi. Donc, si on se rappelle qu'on ne veut pas d'insuline dans notre système le moins possible, bien, ça devient logique de manger plus de gras parce qu'on se dit, ça ne sécrète pas d'insuline, donc je vais garder mes réserves de sucre dans mon corps très, très basses, puis je vais pouvoir me mettre en mode de fat burning. Donc, quand l'insuline est très basse, vous vous souvenez, je vous ai dit, l'insuline, ça stimule l'appétit aussi. Donc, quand on mange des gras, il n'y a pas de pic d'insuline dans notre système. Donc, on n'a pas d'hormone qui vient augmenter notre faim. Donc, un des concepts, en fait, qu'il faut vraiment tester pour le comprendre, c'est la satiété précoce. La satiété, c'est « je suis pleine, je n'ai plus envie de manger ». Avec les gras, c'est impressionnant, là. Bon, ça arrive vite, là. Fait qu'on n'a pas besoin d'en manger beaucoup. On n'a pas d'insuline qui est sécrétée. Donc, rapidement, on atteint notre sentiment de « Ah, j'ai bien mangé, j'ai plus faim ». On stocke beaucoup moins nos graisses parce que l'insuline, c'est elle qui fait rentrer la graisse dans les cellules. Donc, si on n'a pas d'insuline, on va moins stocker nos graisses. Puis nos graisses, en fait, deviennent plus mobilisables pour être brûlées puis générer de l'énergie parce qu'on a dit que l'insuline empêchait la graisse de sortir des cellules. Mais là,
si on n'a pas d'insuline dans le système ou peu, on va pouvoir mobiliser facilement nos graisses. Donc, on est toujours rendu dans le congélo du sous-sol, finalement. Donc, c'est bien important de comprendre ce concept-là. C'est les glucides qui nous rendent gras. C'est pas le gras dans notre alimentation. C'est les glucides, puis c'est le surplus de protéines. J'y reviens plus tard, là, mais en fait, je vous ai mis les chiffres plus loin, mais j'ai comme envie de le mettre ici parce que je pense que ça se traite bien. Le cholestérol qu'on dose dans notre système, là, en fait, 75% du cholestérol est produit par nous-mêmes de façon endogène. 25% du cholestérol vient de notre alimentation, ce qui est vraiment pas beaucoup. Puis si on vient ajouter ça au concept que c'est les glucides et l'excès de protéines avec l'insuline qui augmente le stockage de graisse, c'est peut-être graduellement pour vous un peu plus facile de comprendre ça. C'est pour ça qu'en fait, manger gras ne nous rend pas plus gras, au contraire. Donc, l'importance du low carbs. On dit low carbs, high fat. On devrait dire low carbs, then high fat. Parce que, je me répète parce que c'est super important, puis c'est ça qui fait que ça peut bien aller ou moins bien aller. Il faut vraiment faire le low carbs avant, parce que si on veut avoir l'effet du fat burning, il faut qu'on diminue notre insuline. Si on le fait en même temps, ben en fait, on va avoir beaucoup de gras, mais on a encore notre insuline qui, elle, stocke là. Donc, en fait, on va avoir des taux d'insuline encore élevés, puis nos bons gras consommés, on ne va pas les brûler encore parce qu'on est encore en mode sugar burner, on va les stocker, puis on va les stocker plus que si on était en mode LCHF parce qu'on a encore de l'insuline dans le système. Donc, plus loin, là, je vous propose une façon graduelle, mais c'est important d'essayer de couper les féculents et les sucres avant d'introduire les bons gras dans notre alimentation. Ça peut se faire de façon parallèle, mais si moindrement vous avez un peu de problème avec le cholestérol, vous avez déjà peut-être un surplus de poids ou vous avez tendance à stocker un peu plus, si on veut le faire comme il faut dans un monde idéal, ce serait low carbs, puis high fat à la suite de grâce. Donc, ça achève la théorie, la pratique s'en vient. Le yo-yo de l'insuline, donc, ça, je vous l'explique parce que moi, ça a été une grande révélation pour moi. Là. En fait, quand je faisais le low carb, low fat, dans le but d'essayer de diminuer ma glycémie, là, j'avais toujours faim. Toujours, toujours. C'était la torture. Je mangeais 3 repas par jour, je mangeais 3 collations. J'aurais mangé tout le temps, sans arrêt. Juste de contrôler ça, pour moi, c'est une immense victoire. C'était intolérable. Je me ramassais toujours dans le sac de quelque chose à la fin de la veillée, avant d'aller me coucher, parce que je m'étais retenue toute la journée, puis j'étais juste plus capable. Donc, c'est pourquoi c'est l'insuline qui fait ça, encore une fois. Donc, quand on a un apport en glucides augmenté, donc on en mange beaucoup, qu'on a des petits repas fréquents, bien, on a toujours de l'insuline dans notre système, tout le temps. On en sécrète à chaque repas, puis on mange tout le temps. Même si c'est les petits repas, là, ça peut être des toutes petites collations, mais en fait, l'insuline, dès qu'on pense à manger, des fois, elle commence à sécréter, juste pour dire. Fait que ça n'a pas besoin d'être des grosses collations, là. La quantité n'est pas importante, c'est la fréquence. Donc là, en fait, notre glycémie va toujours varier de hyper quand on mange, à anormal, à hypo. Donc, ça explique plein de symptômes désagréables que moi, en fait, c'est disparu de ma vie, puis je peux vous confirmer qu'effectivement, en tout cas pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. Le coup de barre après avoir mangé là, vers 2 heures, là, quand on a dîné, qu'on a pris un bon repas, puis que là, on se sent en barre. Là, on a eu trop de charge de glucides. Notre insuline travaille à fond pour essayer de faire diminuer tout ça. Puis là, après ça, bien là, le taux de sucre chute dans le sang. Là, on tombe un peu comme limite hypoglycémie. Fait que là, on a faim. Là. On a une méga rage de bouffe. Puis, on veut absolument manger quelque chose de sucré. Donc, cette espèce de yo-yo-là entre j'ai faim, j'ai une rage de faim, je manque d'énergie, je suis fatiguée, j'ai mon coup de barre d'après-dîner, c'est l'insuline qui fait ça. Elle a fait fluctuer, en fait, la glycémie, puis elle nous donne ces symptômes-là. Donc, en plus, en vieillissant, la capacité d'adaptation à tout ça va diminuer. Donc, plus on va vieillir, plus peut-être ça va être difficile de tolérer ça. D'où pourquoi, c'est sûr qu'il y a les hormones puis tout ça, mais qu'on a tendance à prendre un peu de poids en vieillissant. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Pourquoi le mode fat burning, en fait, ne crée pas ça? C'est que l'apport, il est constant. Les gras, on en a toujours. Puis, quand on est en mode de cétose nutritionnelle, ben
on va se mettre à brûler nos gras de façon un peu constante. Donc, ça évite un peu toujours les espèces d'up and down puis l'effet yo-yo. Donc, on a une énergie qui est plus constante. On a moins de rage, de bouffe tout le temps. Puis, la bonne réserve, c'est que la bonne nouvelle, c'est que nos réserves sont infinies. Donc, manger gras ne va pas nous rendre plus gras si on choisit les bons gras. On va voir des exemples. Si on mange LCHF et non high carbs, high fat, donc pour vraiment diminuer nos glucides avant d'augmenter nos bons gras. Puis, il faut idéalement percevoir ce mode d'alimentation-là à long terme. C'est pas une diète pour perdre du poids rapidement. Dès que vous allez retourner à vos anciennes habitudes, vous allez tomber en mode sugar burner, puis vous allez revenir à l'état où vous étiez. Donc, c'est quelque chose qu'il faut penser. Est-ce que ça m'intéresse de faire ça pour un bon bout de temps? Quand on voit les bienfaits, ben c'est sûr que c'est encourageant de continuer. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger pour y parvenir? Donc là, en fait, j'ai fini la partie lourde, je m'excuse. J'ai fini la partie lourde. Des petits trucs maintenant pour savoir qu'est-ce que ça peut être, des exemples, parce que ça nous sort de notre zone de confort. Donc, en fait, il y a un code visuel. J'ai pris ça sur le site de dietdoctor.com. J'ai mis les références à la fin. En fait, c'est un super site, là, vraiment fiable. Donc, si vous avez un site Internet à retenir, c'est celui-là. Il y a plein d'images pour les gens qui sont visuels puis qui ne lisent pas trop bien l'anglais, c'est quand même facile à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de sites francophones, malheureusement. Donc, en vert, les très bons choix. En jaune, avec modération, les rouges à éviter. Les chiffres qui sont écrits, en fait, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Ça représente le nombre de grammes de glucides par 100 grammes de cet aliment-là. C'est vraiment juste pour avoir un comparatif. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on privilégie dans notre alimentation si on veut s'alimenter de façon plus low carb, high fat? Donc, les gras naturels, beurre, huile d'olive. Je vais en reparler un peu desquels éviter. Tous les bons gras en provenance des poissons, des viandes rouges, des œufs, des fromages. Donc, je ne dirais pas produits laitiers parce que je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas tous les produits laitiers, mais les fromages. Puis les légumes, en fait, qui poussent au-dessus du sol et qui sont feuillus. Donc, les légumes verts et les légumes à feuilles, c'est vraiment les légumes à privilégier. Qu'est-ce qui est moins bon? En fait, il y a certains fruits, malheureusement, en fait, qui sont très élevés en glucides, comme la banane, là, avec, je pense, 16 grammes de carbs. Si on est LCHF strict, on vient de buster avec une petite salade, une banane. Patates, les pâtes, en fait, tous les féculents, vous les reconnaissez, le riz, le pain, évidemment, les sucreries. Donc, ça, c'est vraiment à éviter. Donc, maintenant, juste pour être un peu plus précise, les légumes, en fait, c'est vraiment juste pour vous donner un ordre de grandeur. Les légumes qui poussent dans le sol, c'est pas à éviter, mais vous pouvez comparer. Par exemple, je vais prendre les deux extrêmes. Pour 100 grammes de patates sucrées, vous avez 17 grammes de glucides, alors que pour 100 grammes de laitue, vous avez 2 grammes. Donc, c'est quand même comme 8 fois plus. C'est quand même pas catastrophique, 17, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur que les légumes qui poussent sous le sol ont tendance à être plus élevés en glucides. Les fruits maintenant. En fait, il y a les petits fruits qui sont vraiment très faibles en glucides. Donc, si vous regardez framboise et mûre à 5, si je retourne aux légumes, c'est l'équivalent de manger un piment jaune. Fait que des fois, c'est comme des drôles d'analogies. Il n'y a pas plus de glucides dans des mûres et dans des framboises que dans un piment jaune. Mais par contre, bon, dans les bleuets, il y en a un petit peu plus. Puis les autres fruits, c'est quand même assez sucré. Encore là, si vous êtes libéral, puis vous faites autour de 50 à 100 grammes de glucides, en manger certainement. Les fruits, là, c'est vraiment une question de choix. Mais ça donne un ordre de grandeur. Disons que si on a à choisir entre manger une poignée de framboises ou une banane ou des raisins, ben, c'est pas tout à fait pareil. Fait que je trouve que c'est le fun d'avoir un ordre de grandeur un peu relatif, juste pour avoir une idée. Des fois, si on a le choix entre deux fruits qu'on aime autant, ça peut être le fun de savoir lesquels sont les moins élevés en glucides. Encore là, pour vous donner un ordre de grandeur, les légumineuses, c'est pour ça que des fois, ceux qui mangent moins de protéines animales, en fait, tombent avec un petit peu plus de glucides dans l'alimentation parce que les légumineuses contiennent plus de glucides. Les noix et les graines, en fait, encore là, ça peut varier pas mal parce qu'on peut passer comme des pacanes à 4 jusqu'au cachou à 27, donc une grosse différence. Fait que des fois, on peut se rendre compte que les amandes puis les pacanes, on aime ça de façon égale. Ben,
il y a 2,5 fois plus de glucides dans les amandes que dans les pacanes. Fait qu'encore là, c'est juste pour nous aider des fois à faire des choix qui peuvent nous aider à ajuster un peu notre alimentation. Théoriquement, les cachous sont vraiment plus élevés, puis les arachides, en fait, c'est pas tout à fait considéré comme des vraies noix, mais je pourrais pas vous expliquer pourquoi, je me rappelle plus trop. Mais je disais que dans les noix, peut-être éviter les arachides et les cachous. Les produits laitiers, maintenant. En fait, les produits laitiers, dans l'alimentation LCHF, c'est permis. Il y a des gens qui, par choix, décident de ne pas en consommer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment prendre la version full fat. Je vais vous montrer des fiches nutritionnelles pour vous aider à comprendre. Souvent, les versions light, c'est des versions faibles en gras. Puis pour compenser, on augmente les glucides. Donc, en fait, tous les produits light, sans gras, tout ça, c'est vraiment à éviter dans l'alimentation LCHF parce que ça contient en général plus de glucides. Puis, on veut augmenter notre satiété plus rapidement. Donc, pour une même portion de yogourt, disons qu'il y a les mêmes nombres de glucides, s'il y en a une qui a 3 fois plus de gras dedans, là, on va avoir moins faim beaucoup plus rapidement. Donc, les produits laitiers sont permis avec un bémol pour le lait. Le lait, c'est surprenant. Dans une tasse de lait, il y a 13 grammes de glucides. Donc, le lait, c'est une source de glucides quand même assez grande. Donc, je vous montre des exemples ici juste pour comprendre un peu. En haut, ici, vous avez un yogourt. Là, je ne vois pas à cause du truc. J'ai le menu devant. OK. Yogourt. Je ne vois pas mon truc. Un peu. En OK. haut, yogourt nature. OK. Je l'ai mis en petit en attendant. Mais vous ne le voyez plus. Je vais juste le retenir. OK. Donc, vous voyez en haut à gauche, yogourt nature 0%, au milieu, yogourt nature 10%. En fait, les glucides, ça se ressemble pas mal. Pour la même portion, 6 et 5. Mais les gras, par contre, 0 versus 18. Fait qu'il y a 10 fois plus de gras dans un yogourt nature 10% pour le même nombre de glucides. Donc, vous allez atteindre votre satiété beaucoup plus rapidement. Vous allez avoir tendance à en manger moins. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie les produits laitiers avec beaucoup de gras. Le yogourt Liberté méditerranéen, c'est un vrai délice. Une fois que vous avez goûté à ça, ça goûte la crème. C'est vraiment agréable. Puis juste pour vous montrer dans les yogourts aromatisés, combien il y a beaucoup de glucides. Donc, si on compare un yogourt nature 10% puis un yogourt vanille 10%, le gras va se ressembler, mais 22 grammes de glucides. Donc, il y a beaucoup plus de sucre, évidemment, dans les yogourts aromatisés. Je pense que vous en doutiez déjà. Un exemple en bas de crème versus lait. Donc, du lait écrémé, 0%, 0 gras, 13 grammes de glucides. De la crème, 35%, 5 grammes de gras, 0 grammes de glucides. Donc, on privilégie la crème nettement au-delà par rapport au lait. Voilà. C'est juste pour des chiffres pour illustrer un petit peu vraiment les différences. Moi, je me suis mis à regarder les étiquettes nutritionnelles, des lignes que je ne regardais pas avant. Là. Moi, je regardais juste la ligne glucides, mais là, j'ai commencé à regarder la ligne rose. Donc, les produits laitiers, encore une fois, juste pour avoir un ordre de grandeur, en bas, vous avez ce qui contient le moins de glucides, en haut, ce qui en contient le plus. Donc, mayonnaise, on parle évidemment d'une mayonnaise maison, du fromage, du brie, mozzarella, pas beaucoup de grammes. Puis encore là, fromage à la crème, 5,5, c'est pas beaucoup si vous comparez au lait, disons, avec 13 grammes. Là. Donc, c'est juste pour vous donner encore une fois un ordre de grandeur dans les différents produits laitiers. Les collations, encore une fois, ça nous sort peut-être un peu de notre zone de confort. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme collation qui va être faible en glucides, élevé en gras? Bien, ça peut être des œufs, du fromage, un avocat, des viandes froides, des olives, des noix. C'est des exemples de collations que vous pouvez prendre. Avocat. On ne prend pas trop de collations, mais pendant les repas. Pour celles qui continuent à prendre des collations, en fait, parce qu'on n'est pas obligé de tout faire du jour au lendemain. Un exemple aussi pour les breuvages, les alcools, juste pour vous donner une idée, évidemment, de l'eau, du café, du thé, il n'y a pas de glucides du tout là-dedans. Le vin, quand même, surprenamment, c'est pas tant, hein? Champagne, vin rouge, vin blanc sec, parce que Dieu sait que les vins blancs, ça peut être sucré. 1 à 2 grammes de carbs. Donc, c'est pas beaucoup versus une bière qui peut en contenir facilement 13 fois plus. Donc, d'autres exemples de breuvage, en fait, encore là, c'est vraiment pour vous aider. Moi, je suis très visuelle dans la vie, peut-être à cause de ma profession, je ne sais pas, mais j'aime ça avoir des comparatifs. Donc, juste pour vous donner une idée, en fait, que
il peut vraiment avoir plusieurs grammes de glucides qui se cachent dans nos boissons, notamment un café latte. Le café latte, c'est fait avec beaucoup de lait, donc beaucoup de glucides. Un café avec la crème, là, c'est très bon, vous l'essayerez. Ça peut vraiment faire le travail. Je vais en reparler plus tard. Là, j'attire votre attention sur les boissons diète zéro, mais il y a des édulcorants là-dedans. Donc, je vais vous reparler des édulcorants un petit peu plus tard. Les condiments, encore là, ça a l'air de rien, hein, mais du ketchup là, dans un hot dog, même si on enlève le pain, là, le ketchup, il y en a beaucoup. Donc, c'est ça. En fait, puis des fois, ça ne goûte pas tant sucré, ces affaires-là. Fait qu'on dirait qu'on ne réalise pas qu'il peut y avoir des glucides cachés là-dedans. Sauce barbecue, 40. C'est vraiment... fait qu'encore là, je vous mets ça à titre de comparatif. La moutarde, il n'y en a pas beaucoup versus le ketchup. La mayonnaise, pas beaucoup. Encore là, la mayonnaise, malheureusement, c'est de la mayonnaise maison qu'il faut faire. Je vais vous expliquer pourquoi, à cause de l'huile qui est utilisée dans la mayonnaise commerciale. Donc, pour faire un petit résumé, quel aliment favoriser? Bien, favoriser les bons gras. Les bons gras, en fait, ça vient de l'huile d'olive. Je vais revenir sur les huiles, de l'huile de coco, d'huile d'avocat, l'huile de noix, les gras animaux. Donc, ça peut être les produits laitiers, les fromages, les viandes rouges. En fait, c'est sûr que les gens qui publient beaucoup sur le LCHF ont fait des corrélations. Il y a des études qui disent que la viande rouge, c'est associé au cancer et tout ça. Puis en fait, ces études-là, ce que ça démontre, c'est que c'est les aliments, c'est les agents de conservation qui sont utilisés pour la viande. Donc, quand il y a beaucoup de nitrites, de nitrates, que c'est des aliments très transformés, c'est ça, en fait, qui augmente le risque de cancer du côlon. C'est pas la viande rouge elle-même. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, si vous êtes capable d'avoir de la viande qui est élevée proprement, correctement, c'est-à-dire élevée en mangeant de l'herbe, qui n'est pas bourrée avec du grain, qui n'a pas d'hormones, de stéroïdes, tout ça, c'est sûr que c'est l'idéal, dans un monde idéal. Les fruits qui sont faibles en glucides, donc la tomate, c'est un fruit, l'avocat, c'est un fruit, olive aussi, je ne savais pas, je l'ai appris. Les piments, les petits fruits, framboises mûres, c'est ceux qui vont nous apporter le moins de glucides. Tous les légumes en fait qui poussent au-dessus du sol, surtout les légumes verts à feuilles. Puis évidemment, boire des breuvages qui sont le moins caloriques possible pour pas... un verre de jus d'orange, ça contient beaucoup de calories. Donc, ça, c'est la pyramide keto. Donc, en fait, c'est la base de la pyramide, c'est qu'est-ce qu'on peut manger le plus dans une journée en grande quantité. Puis, plus on se dirige vers le sommet de la pyramide, c'est des choses qui sont bonnes pour nous, mais qu'il faut restreindre un petit peu. Pourquoi les produits laitiers et les noix sont dans le top de la pyramide, en fait? Bien, vous ferez l'exercice de regarder, en fait, les fiches nutritionnelles des produits laitiers et des noix. C'est des aliments qui ont beaucoup de protéines quand même. Donc, oui, ce sont des sources de bons gras, mais si vous en mangez trop, vous allez tomber dans la catégorie excès de protéines, donc je transforme mes protéines en glucides, donc blablabla. Donc, qu'est-ce qui est dans le bas de la pyramide? Il n'y a presque pas il y a beaucoup plus de gras, en fait, que de protéines dans la viande, dans les légumes, puis dans les bons gras que je vous ai présentés. Donc, encore une fois, ça se répète un petit peu. Là, on évite la junk food, puis tout ce qui est plus élevé en glucides. Donc, je vous mets aussi à titre de référence, si jamais vous voulez consulter ça plus tard à tête reposée, je sais que je vous bombarde intensément d'informations. Les huiles, en fait. Les huiles, c'est quand même assez complexe. C'est-à-dire que, sur papier, il y a des huiles qui sont bonnes pour nous, mais dès qu'on les met dans la poêle, puis qu'elles deviennent chaudes ou qu'elles s'oxydent, elles ne sont plus bonnes pour nous. Moi, honnêtement, je trouve ça un peu compliqué à comprendre. Donc, pour me faciliter la vie, j'ai décidé que je retenais les huiles qui étaient bonnes en tout temps. Donc, peu importe que ce soit en cuisson, pas de cuisson, celles que je peux prendre de façon sécuritaire tout le temps. C'est celle qu'on peut retenir vraiment sans aucun doute, c'est l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, l'huile d'avocat, l'huile de macadam, le beurre, le lard, le gras de canard, sans aucun problème. Les huiles à éviter, elles ne sont pas toutes à éviter pour la même raison. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que je sais que ça fait déjà un bon temps que je parle. Mais en gros, on veut éviter les gras trans, on veut éviter les huiles qui vont s'oxyder. Il y a des huiles qui, à température pièce, sont bonnes pour nous, mais dès qu'on les met dans la poêle, elles s'oxydent, ça se transforme en fait avec
des ratios d'oméga qu'on ne veut pas avoir. C'est quand même assez complexe, je vous épargne ça, mais bref, l'huile de canola, c'est pas recommandé. L'huile de tournesol, c'est pas recommandé. L'huile de soya, c'est pas recommandé. La margarine, jamais, jamais, jamais. Pourquoi je vous dis que la mayonnaise, en fait, et plein d'autres produits, on ne peut pas le consommer. Vous prendrez, vous ouvrirez la porte de votre frigo, peut-être pas ce soir parce que vous allez vous endormir, mais demain ou après-demain, puis prenez toutes les pots là, de mayonnaise ou de sauce quelconque. C'est tout fait avec de l'huile de canola ou de l'huile de soya, malheureusement. Fait que c'est ça qui fait que c'est moins privilégié, que ce soit le sriracha en mayonnaise, la mayonnaise de toutes sortes. Si vous tombez sur une mayonnaise qui est faite avec de l'huile d'olive, garochez-vous dessus. Mais la Hellmann's faite avec huile d'olive, là, c'est pas fait avec de l'huile d'olive. Il y a de l'huile d'olive dedans, mais la majorité, c'est de l'huile de soya ou canola ou je ne sais quoi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits qu'il faut éviter ces huiles-là. Donc, soya, l'huile de soya, vous allez vous rendre compte qu'il y en a dans beaucoup de choses. Ça m'a un petit peu traumatisé, mais bon, encore là, c'est un work in progress. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Donc, on retient les bonnes huiles. Celles-là sont sécuritaires tout le temps, peu importe, chaude, froide, de toutes les façons. Des petits trucs au quotidien. C'est pas si facile de switcher de l'alimentation comme ça. On le fait graduellement. Mettre de la crème 35% dans son café au lieu du lait. Ajouter de l'huile d'olive, du beurre sur nos légumes. Vous pouvez continuer à faire un peu. Moi, j'ai commencé par faire les mêmes recettes que je faisais avant, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué. Je me suis rendu compte qu'en mettant du beurre sur mes légumes, qu'en faisant cuire ma viande allègrement dans le gras de canard puis dans le beurre, bien, j'étais capable de réduire ma portion de protéines. Fait que pour une assiette de saumon avec légumes ou salade, comme je mangeais avant, je me suis rendu compte que si j'augmentais mes bons gras, j'étais capable de manger un peu moins de protéines. Donc, graduellement, on peut le faire comme ça. Ajouter une petite poignée d'olive, un demi-avocat, du fromage à nos assiettes. Donc, ça peut aider graduellement à augmenter notre satiété. On a moins faim plus vite, puis on mange plus de gras, moins de protéines. Un petit truc aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est calculer vos protéines puis vos glucides. Puis, quand vous les avez mangés, continuez à manger vos bons gras. Puis, si vous avez encore faim, bien, complétez seulement avec des bons gras. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas dépasser votre quantité de glucides ou de protéines si vous désirez les calculer, parce que c'est pas obligatoire de calculer non plus. Les fameux édulcorants, en fait. Le problème avec ça, c'est qu'ils se sont rendus compte que l'effet sur la glycémie est nul. Donc, on mange des édulcorants, le sucre ne monte pas dans le sang. Donc, on s'est dit, bien, si le sucre ne monte pas dans le sang, l'insuline non plus. Mais pour une raison qu'on ignore, on commence à se rendre compte que l'insuline monte quand même. Donc, ça pourrait nous faire switcher en mode des fois un peu intermédiaire, sugar burner, fat burner. Donc, les édulcorants, c'est pas recommandé, mais il y en a qui ont besoin d'avoir un petit goût sucré. Donc, avec modération, si vous ne pouvez pas vous en passer. Puis, idéalement, les sucres alcool seraient ceux qui feraient moins monter la glycémie. Donc, moi, je ne le connais pas. Je suis tellement sensible à rien du niveau de la glycémie que des édulcorants, je n'en prends pas. Mais je crois qu'il y en a qui l'ont trouvé en épicerie. Sinon, ça se commande sur Amazon. Le plus fréquent, ça s'appelle le Swerve. Ça, c'est le nom commercial. C'est de l'érythriol. En fait, c'est du sucre qui est dérivé de l'alcool. C'est celui qui aurait le moins d'effet sur la glycémie. En fait. Mais on ne peut pas saupoudrer ça d'édulcorants en disant c'est 0 calories, ça ne fait pas monter la glycémie, allons-y gaiement. C'est mieux de se retenir quand même dans un monde idéal toujours. Donc, comment rendre une assiette LCHF du jour au lendemain, c'est pas facile. Idéalement, à peu près le quart de l'assiette, ça devrait être des protéines. Le 3/4, ça devrait être des légumes verts et des feuilles, des légumes à feuilles. Et on devrait avoir l'équivalent de 4 cuillerées à soupe de bon gras par assiette, par repas. Donc, ça inclut le gras qu'on a pris pour la cuisson. Si vous le remettez dans votre assiette à la suite, évidemment, ça inclut la motte de beurre qu'on rajoute par-dessus nos légumes. Donc, grosso modo, si on veut avoir un peu une idée des proportions, c'est à peu près ça. Pour être plus visuel, en fait, je vous montre des exemples d'assiettes. Donc, à gauche, l'assiette qui appelle cétogène, mais qui est plus comme strict. Modéré puis libéral. Donc, on revoit les nombres de grammes. Donc, en fait, une assiette qui est cétogène, qui est en dessous de 20 grammes de gras par jour, on va voir qu'à peu près le quart de l'assiette, c'est des protéines pour tout le monde. Il va avoir 3 rondelles de beurre, qui est à peu près l'équivalent de 4 cuillerées à soupe de gras, ou 3, puis peut-être que la 4e, ça a servi à faire cuire la viande. Puis, 3/4 de l'assiette,
c'est des légumes. Si on est modéré, donc on a 20 à 50 grammes de glucides par jour, on peut s'en permettre un petit peu plus. Donc, on peut se permettre de rajouter des légumes qui ne sont pas les légumes verts, puis qui ne sont pas les légumes à feuilles, donc les piments, les tomates, un petit peu de carottes. Puis si on est libéral, ben là, on peut avoir des légumes qui vont être encore plus dans la catégorie qui poussent en dessous du sol, donc des patates, patates douces, navets, tout ça. Donc, ça vous donne une idée un peu d'une assiette dans les différentes catégories du LCHF, à quoi ça peut ressembler. Évidemment, il n'y a pas d'exemple de dessert, parce qu'on n'est pas supposé en manger, mais on est humain. Bon. OK. Alors, des petits trucs, en fait, qui peuvent permettre de peut-être faire une transition en douceur, une chose à la fois. Si on est habitué de prendre des boissons gazeuses, des jus de fruits, bien, essayez de prendre plus d'eau. Déjà, ça peut être un bon début. Burger avec des frites, bien, on peut prendre tout ce qui va dans le burger, mais enlever le pain. Je trouvais ça weird au début, mais je l'ai fait longtemps. On s'habitue. Prendre la salade à la place des frites. Au lieu de se faire un sandwich ou des tortillas, bien, on peut se faire nos wraps dans des salades des feuilles de laitue. La laitue Boston, ça fait des belles feuilles larges, ça se roule bien. Donc, il y a plein d'exemples. Ici, je ne vais peut-être pas toutes vous les lister. Je voulais surtout que vous puissiez l'avoir. Oui? Ben, en fait, je te laisse terminer celle-là, mais j'irais peut-être, compte tenu de l'âge, j'irais peut-être aux effets positifs. Pourquoi est-ce qu'on envisagerait ça si ce n'est que de juste switcher du high carb, high fat, ben, en fait, high carb, low fat qu'on a habituellement? Pourquoi est-ce qu'on envisagerait de faire une transformation, mettons, progressive, même si on est à évaluer plus une application libérale à 50-100 grammes parce que c'est souvent plus accessible là, pour le commun des mortels au départ. Là. Oui. Ben, parce que dans le fond, toi, ta présentation, on pourra la mettre accessible là, pour que les gens puissent lire qu'est-ce qui a été donné. Parce que tu as encore vraiment tellement de contenu intéressant dans ta présentation. Donc, si tu es à l'aise avec ça, on pourrait peut-être y aller comme ça. Ça te dérange-tu? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, je vais peut-être juste regarder. Ben, je sais que dans 3-4 acétates, là, tu parles de Puis les comme, OK. des avantages. On n'a pas besoin de calculer les macros, mais surtout Non, mais regarde, ce que je vais faire, je vais le laisser en mode diapo, puis je vais juste le défiler. Dans le fond, tu sais, les trucs de chez Kiro, tout ça, c'était des exemples pour donner les grammes de glucides. Fait que ça, les gens peuvent regarder. La part, ça donne juste pour dire que c'est pas incompatible, loin de là. Il faut juste regarder le nombre de glucides que ça apporte. Donc, ça, les gens pourront le regarder. Je les avais mis les différents produits. Puis, en fait, pas besoin de calculer les macros, juste pour dire qu'en fait, juste pour un ordre de grandeur, on dit que c'est à peu près 1 à 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel par personne. Donc, quelqu'un qui pèse 60 kilos, disons, bien, va manger 60 à 120 grammes de protéines. Fait que des fois, ça peut juste donner un ordre de grandeur. C'est vraiment, je le mets là pour ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de calculer, justement, on peut juste avoir une idée. On est libéral, on calcule à peu près nos protéines, puis on garde notre ratio d'assiette. Puis déjà, honnêtement, ça fait une bonne... Les avantages, c'est tout ça, Émilie, que tu voulais que je... Ouais, OK. Donc, les avantages. Ça me parle beaucoup, moi, en fait, parce que ben, c'est quand tu nous as apporté ça, ben, en fait, quand ça t'a été amené à toi-même, puis que tu l'as mûri, je sais, je te connais, tu y as pensé beaucoup avant de nous en parler à nous-mêmes parce que c'était choquant comme façon de faire qui était complètement différente de ce qu'on est habitué de faire depuis des années et ce que la société nous mentionne que c'est bon et tout ça. Puis c'est encore controversé aussi pour certaines personnes du domaine médical encore, il n'y a rien qui fait l'unanimité, ben, de voir les avantages, de se faire dire qu'aujourd'hui, ben, les filles qui sont sur l'appel ou qui vont l'écouter en rediffusion, tout ce qui est dit, c'est tellement confrontant dans nos habitudes, mais quand on, justement, comme Joanie en parlait au départ, quand on commence à faire preuve d'ouverture, puis à l'essayer, puis à évaluer vraiment parce qu'il n'y a rien qui est one size fits all, puis à un moment donné, tu te dis, ben, je vais l'essayer juste pour voir comment je me sens, ben, ça peut pas devenir une diète yo-yo parce que tu te sens tellement bien que tu veux pas retourner en arrière en réalité. C'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que je voulais te laisser sauter ces avantages. Parfait. Donc, les avantages, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de compter les calories du tout. Le gras, on peut en manger jusqu'à satiété. Donc, on a l'impression de bien manger, de ne pas se priver, en fait, puis de tenir beaucoup plus longtemps entre les repas. Donc, les gras, ça nous permet de filer d'un repas à l'autre, de se sentir bien rempli, puis de ne pas compter les calories.
Donc, on a vraiment l'impression de manger jusqu'à satiété. Puis, on dit toujours que les protéines, c'est ce qui bourre, mais le gras encore plus. Donc, ça diminue beaucoup les fringales. En fait, cette espèce d'effet yo-yo-là, comme Amélie disait, donc on n'a pas ça. Donc, on n'a pas toujours des espèces de rage de bouffe pour quelque chose de sucré. Puis, surprenamment, quand on devient vraiment fat adapted, on crave pour du gras. On a comme envie de prendre un gros morceau de fromage plutôt que d'aller sauter dans le sac de jujube. Donc, en fait, il y a les hormones de la satiété puis de la faim, là, la leptine et la ghreline, qui, eux, s'occupent de réguler quand on a faim, pas faim. Puis en fait, ça devient le calme plat avec cette alimentation-là. Donc, vraiment très stable. L'humeur, les niveaux d'énergie sont tellement moins fluctuants. Là. Moi, en tout cas, je devenais enragée d'avoir fait tout le temps, ou presque. C'est vraiment désagréable. Donc, ça fait vraiment une grosse différence. Donc, c'est très stable. On est de meilleure humeur, on a des niveaux d'énergie qui sont plus stables aussi. Ils appellent ça le mental clarity en anglais. Là, c'est comme si on a un état d'esprit qui est plus... on est plus focus, on est plus concentré. On n'a pas l'espèce de coup de barre, justement. C'est comme si on avait toujours un peu la concentration du matin. Donc, ça, c'est super. Ça apporte un meilleur sommeil une fois que tout est régularisé. Ça diminue l'inflammation parce qu'il y a moins d'insuline dans le corps. Ça améliore notre bilan lipidique. J'aurais aimé ça vous parler de ça aussi pour vous rassurer, mais l'info sera là. Mais oui, ça améliore en fait tout ce qui est cholestérol dans le sang, tout ça. Ça diminue les ballonnements aussi, en fait, de façon surprenante de ne pas manger de glucides. Les effets secondaires, je vous en ai parlé. En fait, je veux juste quand même rapidement vous le redire parce que si ça vous arrive, c'est vraiment important de savoir que ça dure juste quelques jours. C'est le Keto Induction Flu. Ça va donner des maux de tête, ça va donner de la fatigue. Donc, si on s'attend à avoir l'espèce de boost d'énergie, du fat burning, puis on dit, ouais, mais là, au contraire, je suis comme fatiguée, je suis constipée, je dors moins bien, c'est vraiment temporaire. Donc, si c'est quelque chose que vous désirez essayer, tenez bon parce qu'en fait, ça va passer. Puis, comment éviter ça? En fait, là, j'ai pas beaucoup de temps pour vous l'expliquer. Ça a l'air un peu choquant. Je vais vous dire de boire du sel puis de l'eau. C'est comme, OK, mais qu'est-ce que le sel vient faire là-dedans? Je veux juste vous dire, l'insuline, elle, là, quand on en a dans le système, là, elle demande aux reins de garder l'eau puis le sel dans notre corps. Donc, si on baisse notre insuline vraiment au minimum, on va perdre de l'eau puis du sel. Donc, souvent, on a beaucoup d'effets secondaires qui viennent du fait qu'on est comme un peu déshydraté. Donc, il faut boire beaucoup, beaucoup d'eau, puis il faut boire du sel, puis on peut boire jusqu'à 1/4 de cuillerée de thé à thé de sel à chaque 2 heures, jusqu'à 7. Donc, ça a l'air beaucoup, là, mais ça marche tellement. Là, si moi, j'en prenais en prévention, j'ai eu mal à la tête les 2-3 premières journées, puis là, j'en prenais le matin, ça marche vraiment bien. Puis je sais que c'est choquant parce qu'on se dit le gras et le sel, my God, c'est ce que je coupe depuis des années. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien rapporté que votre sel, vous le perdez tout par vos reins. Donc, il ne faut vraiment pas être inquiet de ça. Là, Amélie, qu'est-ce que tu... Je pense que tu es coupée. Moi, je ne t'entends pas, en tout cas. Je ne m'étais pas démutée. Merci de me le dire. Moi, en fait, je bois tes paroles, mais je sais qu'il est tard et qu'il y en a plusieurs qui se lèvent de bonne heure le matin pour faire leur power hour. Power hour, je me lève de bonne heure. Travailler. Ben, c'est travailler, power hour. Ben en fait, on pourrait peut-être, parce que là, on parle des mythes, ça va être intéressant peut-être que vous puissiez justement aller les lire parce que c'est vrai que c'est, tu sais, toute la partie que tu as abordée, j'ai trouvé ça drôle parce que quand tu as dit c'est la fin de la partie lourde, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de contenu théorique, mais ça l'aide à comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe parce qu'au lieu de juste se faire dire mange ça, c'est bon pour toi, puis comprends pas trop pourquoi est-ce que c'est bon, puis peut-être que c'est pas bon pour toi, puis peut-être que le low carb high fat, c'est pas bon pour toi non plus, parce que tu as une condition médicale particulière qui nécessite que tu aies un autre mode d'alimentation. Mais justement, de juste comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, tu as parlé des macros, on voit souvent passer des, tu sais, si vous suivez des gens qui sont vraiment plus into it, le côté musculation, côté fitness, ils vont parler beaucoup de leur calcul de macros, puis de leur journée vraiment high carb, low carb, ils vont varier tout ça. C'est intéressant de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Puis moi, ben justement, quand tu nous as parlé de tout le volet, puis quand je me suis documentée personnellement sur l'impact de l'insuline, c'est quelque chose qu'on oublie, puis on pense à l'insuline. Moi, honnêtement, je pensais à l'insuline juste quand je pensais à des personnes qui avaient du diabète.
Oui, puis c'est un traitement, là. Ouais. C'est comme si moi, j'en sécrète pas d'insuline ou j'ai pas de problème, donc j'y pense pas. Mais on oublie que ça a tout un impact. Fait que je trouvais que c'était intéressant, vraiment, puis très, très, très pertinent que tu fasses cette explication détaillée-là, puis de mettre en garde sur le fait de ne pas tomber en high carb, high fat, parce que là, c'est instantané qu'on va faire vraiment qu'on va gonfler instantanément. Donc, ça devient un petit peu plus préoccupant. Fait que moi, j'aurais tendance à peut-être plus y aller, voir si les gens ont des questions. J'ai vu que Isa, tu posais la question, je ne sais pas si tu es toujours, oui, tu es toujours là. Salut Isa! Donc, tu demandais combien de temps on doit laisser le corps s'habituer avec moins de glucides avant d'intégrer les bons gras parce que tu sais, tu disais d'abord low carb, then high fat. Le temps, est-ce que c'est plus documenté, un average de temps? C'est pas documenté. Moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend un peu de notre alimentation de base. Tu sais, si déjà, c'est des gens qui font déjà, je sais pas moi, le plan avec les contenants de couleurs ou qui déjà ont un certain contrôle des glucides. Je pense que ça peut se faire assez rapidement, là. Je pense qu'on pourrait dire une semaine ou deux. On diminue vraiment beaucoup les glucides, puis parallèlement, on augmente graduellement les bons gras. Si on est face à quelqu'un qui, en fait, n'a aucune méthode d'alimentation particulière, puis une alimentation très élevée en glucides, bien déjà, juste de couper les glucides, je pense qu'il va falloir que ça se fasse de façon graduelle si on veut passer au travers, puisqu'on ne se le cache pas, c'est comme une drogue, les glucides. En fait, il faut comme se désaccoutumer rapidement. Fait que moi, j'aurais tendance à dire un bon 2 à 4 semaines avant, selon l'état. Mais c'est vraiment pas documenté. C'est vraiment juste qu'il y a des gens qui comprennent mal le phénomène puis qui vont se mettre à manger des bons gras puis vont garder leur glucides élevés puis c'est vraiment ça qu'on veut pas. Si ça se chevauche pendant quelques semaines, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut bien comprendre que l'un va pas sans l'autre. Et puis, Puis que idéalement, ça se peut que pendant ce chevauchement-là, on ne voit pas nécessairement d'impact au niveau d'une diminution de poids ou d'effets drastiques sur les effets physiologiques de cette alimentation-là sur notre corps. Mais moi, je t'avouerai, expérience personnelle, moi, tu sais, j'ai un bébé de 4 mois que j'allaite et moi, j'ai fait le switch en même temps. J'ai augmenté mes bons gras et j'ai coupé mes glucides. J'ai pas attendu. Puis j'ai vu un impact positif au niveau de comment je me sentais, au niveau de ma perte de poids, au niveau de mon humeur, au niveau de mon énergie. Fait que, tu sais, mais je consommais vraiment pas beaucoup. Moi, en termes de jaunes, je mangeais même pas 2 jaunes par jour la majorité du temps. Je me pitchais pas dans les fruits non plus parce qu'on sait que les glucides, comme tu l'as dit, c'est pas juste de manger des beignes, là. Fait que, tu sais, ça peut venir d'autres choses. Fait que, je pense qu'en effet, ça peut, je pense pas que c'est contre-indiqué d'y aller quand même de façon assez non. rapprochée, mais il faut juste être consciente que ça se peut que le corps réagisse différemment pendant ce chevauchement-là, comme tu dis. En fait, il faut juste se protéger. Il faut juste, si on est quelqu'un d'assidu, on peut clairement le faire en même temps. Mais il ne faut juste pas perdre de vue. Dans le fond, c'est vraiment juste un petit reminder de si on le fait les deux en même temps, puis qu'on trouve ça plus dur, parce que c'est plus dur de couper les carbs que d'augmenter les fats, on s'entend. Il ne faut juste pas perdre de vue qu'on peut le faire en même temps, mais c'est très important que ça reste ensemble au minimum. Sinon, je disais, tu parlais, OK, à titre d'information, stéroïdes puis les hormones de croissance pour les animaux, c'est interdit au Québec. Probablement que tu référais aussi à de la documentation, étant donné qu'on a on a accès à beaucoup d'informations qui proviennent des États-Unis. Les réglementations sont Oui, peut-être. probablement. Puis j'avoue que merci pour l'information. C'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Mais oui, il y a beaucoup de références américaines. Puis c'est dans le fond que ce soit le moins transformé possible. Donc, Bon. à ce moment-là, pour nous, c'est peut-être plus tout ce qui est conservation de la viande puis tout ça. Ouais. Mhm. Mode de débuter ce type d'alimentation-là enceinte. Moi, je sais que, pour votre information, là, si ça vous intéresse d'avoir vraiment plus de contenu sur le low carb, high fat, là, il y a une top coach de la compagnie, Melissa McAllister, qui, elle, mange low carb, high fat, qui consomme son Shakeology à tous les jours, qui consomme son Energize à tous les jours et qui a le SPAC le plus épouvantablement construit que j'ai vu de la planète. Et Charlene Johnson aussi est rendue très, très, très into it. Donc, c'est un peu pour ça que je vous dis que Beachbody va très certainement avoir une tangente parce que
Charlene, elle détecte les courants qui fonctionnent bien et qui vont être aussi bien assimilés par les gens. Donc, c'est sûr que vous allez en entendre parler. C'est la raison pour laquelle on voulait, moi que j'ai invité Juni ce soir à vous en parler, parce que vous allez être dans les précurseurs, vous allez être vraiment informés avant que ça devienne une razzia informative à ce niveau-là. Et sinon, parce que je sais que Charlene, sur son podcast de Charlene Show, il y en avait une, elle a reçu quelqu'un qui parlait de l'alimentation low carb, high fat, pas nécessairement keto, mais low carb, high fat, enceinte et pendant qu'on allaitait, et qu'il n'y avait aucune problématique. Sinon, si vous suivez le blog, prenez ça en note. J'adore cette fille-là, Liane Vogel. Je vais vous l'écrire dans les commentaires, mais elle en parle, puis elle reçoit beaucoup sur son blog le Keto Diet, tout simplement, de Keto Diet. Puis elle parle, puis il n'y a pas de contre-indication. C'est sûr que, comme n'importe quelle situation, vous le savez, on va toujours dire à nos participantes ou à nos clientes que s'ils sont enceintes, s'ils ont une condition médicale particulière, qu'ils ont de la haute pression, s'ils ont un problème de glande thyroïde, si whatever, la raison qui pourrait faire en sorte qu'ils ne bénéficieraient peut-être pas d'un changement au niveau de leur habitude, de vérifier avec leur médecin. Mais moi, je n'ai ressenti que du positif, en fait, sur ce changement-là. Ça n'a pas affecté mon lait parce qu'évidemment, moi, c'était déjà pas par jeu, mais ça l'a pas affecté à ce niveau-là. Et moi, je te conseillerais, en fait, de tâter le terrain avec ton médecin, Maud, pour le fait de pouvoir en consommer enceinte. Mais moi, ce que je m'étais documenté quand j'étais enceinte, c'est qu'augmenter notre apport de gras est toujours de bons gras, est toujours bon aussi pendant la grossesse parce qu'on en a besoin de ces bons gras-là pour la construction de notre fœtus et tout ça. Puis, d'essayer d'être le plus connecté. Ce que j'avais retenu d'un podcast, c'était d'essayer d'être tu me valideras, Johnny, mais d'être le plus connecté à ce que notre corps, quand on est enceinte, notre corps nous parle puis nous dit qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait que vraiment de centrer ça sur ce qui est le plus santé, moins transformé possible. Mais si vous êtes capable de diminuer l'apport de carbs pour augmenter l'apport de bons gras, moi, personnellement, on parle pas de médicaments, on parle pas de rien, là, de très, très compromettant. Là. Je pense que ça peut être quelque chose d'envisageable là, s'il n'y a pas de contre-indication. Ce qui est malheureux, par contre, c'est que c'est très émergent. Donc, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas encore à l'aise. Donc, pour se protéger, ils ne le recommandent pas. Fait que on dit toujours, oui, c'est prudent d'en parler à son médecin. Pour ça, malheureusement, c'est encore un peu... Oui, c'est vrai que c'est dommage parce que, on va avoir une rage de Big Mac puis on va aller manger un Big Mac ou n'importe quel fast-food en se demandant pas qu'est-ce qu'il y a dans la constitution de ce qu'on mange, mais on va se demander si on peut manger un avocat par jour, si ça va être nocif pour notre santé. Fait que c'est un peu pour ça. Je travaille en agriculture, c'est plus fort que moi. Ben, écoute, l'information était tout à fait à propos de le partager. Merci beaucoup. Aux États-Unis, mettons qu'ils ont des lois qui sont un petit peu plus... C'est pas pour rien que ça prend énormément de temps en Santé Canada d'approuver à chaque nouvelle saveur de Shakeology. C'est que le processus est vraiment beaucoup plus strict et rigoureux. Là, je crois. Je suis pas dans les détails de Santé Canada, mais je sais qu'ils sont assez à cheval sur les petits détails. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que je trouve que, moi, en fait, je vais apporter une précision, puis peut-être que tu l'auras apporté dans les futurs acétates que acétates. Je ferais vraiment on n'a pas de rétro-projecteur, mais dans les slides qui allaient venir. Mais, tu sais, on se demande, justement, notre alimentation, moi, elle a changé quand même beaucoup entre mon alimentation 21 Day Fix par rapport à une alimentation vraiment plus low carb, high fat. Puis, je me rends compte, tu sais, moi, je suis vraiment pas keto, puis je suis pas low carb, high fat strict, je suis pas modérée, je suis vraiment low carb, high fat libéral et je vois des effets positifs sur mon système digestif, mon énergie et tout ça. Et parallèlement à ça, ma perte de poids. Donc, c'est pas désagréable, évidemment. Mais, tu sais, il y en a qui se disent, oui, mais moi, ça fonctionne, 21 Day Fix. Parfait. Continuez de manger avec le plan 21 Day Fix. C'est pas, ce cas-là n'est pas dans une optique de vous dire,
c'est, comment on dit, une panacée? C'est ça l'expression? En le sens de dire que c'est la plus grande découverte de la planète, puis il faut que vous mettiez ça en application. Si pour vous, votre mode fonctionne là, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on peut se retrouver, peu importe c'est quoi nos habitudes, on peut se retrouver à être pris sur un plateau puis à se demander un peu pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, justement, comme tu disais d'entrée de jeu, je mange moins de calories, j'en dépense plus, pourquoi je perds pas de poids, pourquoi j'arrive sur un plateau, pourquoi je vois pas de résultats? Bien, peut-être que c'est justement des choses qui sont à envisager dans les changements d'habitudes alimentaires puis qui peuvent être intéressantes à explorer. Moi, j'ai commencé par faire un switch au niveau de mon plan alimentaire. Je continuais de manger 21 Day Fix, mais j'avais remplacé tous mes jaunes par des bleus, des oranges ou des gras. Donc, vraiment, en réalité, le reste n'était pas changé. Mais tu sais, si vu que j'allaitais, j'avais 3 jaunes dans mon plan par jour, ben je mangeais pas un quart d'avocat qui est un bleu dans ma journée. Je me permettais, si j'avais le goût, d'en manger un au complet dans ma journée, ben j'en mangeais un demi sur le midi, puis un demi au souper. Ben je mangeais mon avocat au complet, puis jamais j'ai vu le poids monter sur le pèse-personne, malgré le fait que j'ai fait ça parce que j'avais coupé les glucides et qu'au niveau justement du plan 21 Day Fix, on ne consomme vraiment pas beaucoup de fruits. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça ne sera pas, quelqu'un qui suit 21 Day Fix, ça ne sera pas complètement hyper contraignant et castrant comme façon de faire parce qu'on en consomme déjà pas beaucoup. C'est sûr qu'au niveau des légumes, si on fait des bons choix, puis on est libéral, on peut les manger, les légumes qu'on veut, si on a faim, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, c'est vraiment plus parce que je suis certaine qu'il y en a qui vont se poser la question, oui, mais moi, je mange 21 Day Fix, ça fonctionne. Fine, continue de manger 21 Day Fix, t'es bien avec ça, puis ça a fait ses preuves. Puis, on le partage, on le fait vivre à nos participantes, puis nos participantes ont des bons résultats, puis il y en a plusieurs dans Pink Tribe qui ont eu des résultats complètement extraordinaires avec ce plan d'alimentation-là, c'est parfait. Il y en a d'autres pour qui ça fonctionne peut-être moins bien ou ça fonctionne plus. Puis là, ben, il y a peut-être d'autres façons parce que le corps est une belle machine qui s'adapte à tout dans la vie. Fait qu'à un moment donné, peut-être que c'est à envisager aussi à ce niveau-là. Là, je parle pas pour parler, mais parce que je suis juste jamais capable d'arrêter de parler, mais je voulais quand même vous le mentionner. Est-ce qu'il y a des questions, des questions à ajouter? C'est sûr que l'enregistrement puis la présentation va être disponible. Vous pourrez poser les questions directement là, sur la page de l'Académie ou sur la page de l'événement s'il y a quelque chose qui vous pop cette nuit pendant que vous dormez et que vous avez oublié de poser. Mais si vous avez des questions, des préoccupations, des interrogations, là, c'est le temps là, de les dire. Maintenant, ou à jamais. Taisez-vous à jamais. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est très intéressant. Je peux peut-être juste demander, Amélie, pour les slides qui restent, c'est quoi la façon la plus simple de transmettre l'information? Ben, en fait, moi, je pourrais peut-être le mettre sur un Google Doc. Okay. En fait, tu m'enverrais peut-être la dernière version. Oui, parce que je pourrais le mettre sur le Google Doc, puis je le joindrai au lien de l'enregistrement. Parfait. Ça va être, je pense que ça va être ça le plus simple. Puis, peut-être juste mentionner, c'est bien correct, je sais qu'il y avait beaucoup de choses. Là. À la fin, j'ai vraiment mis, c'est juste que c'est important pour moi de vous mettre des références fiables, en fait. Donc, à la fin, j'ai vraiment mis une liste de références fiables. Donc, si jamais vous avez envie de vous documenter par vous-même, plutôt que d'aller chercher sur Internet puis de tomber sur plein de sites, j'ai fait la liste de mes chouchous qui scientifiquement me semblaient tenir la route. Voilà. Oui, puis c'est super apprécié ça aussi parce que si vous tapez cétogène ou LCHF dans Google, je pense que le premier lien que vous allez arriver, c'est sur un article sur le site de Nautilus Plus qui mentionne que la diète cétogène est une diète haute en protéines et que c'est dangereux, que votre cerveau va quasiment exploser et arrêter de fonctionner parce que vous n'aurez plus de glucides pour le nourrir. Fait que si vous lisez ça, c'est normal que là, vous venez de passer 1h30 à écouter quelque chose en vous disant « Mon Dieu, c'est le démon qui est en train de nous proposer quelque chose qui ne fonctionne pas partout. » c'est pour ça que des fois, il faut aussi aller un peu plus loin dans l'exploration, de comprendre comment ça fonctionne, comme je vais faire un parallèle très boboche, là, mais je comprends les motivations derrière
ceux qui décident d'avoir une alimentation végétalienne, mais je vais quand même continuer de manger ma viande parce que pour moi, ça fait partie de ma façon de fonctionner. C'est pas une question de dire qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est pas bon. C'est vraiment ça avec quoi on est à l'aise, puis pourquoi est-ce qu'on est à l'aise. Puis peut-être juste de faire une petite mention pendant qu'on est encore en ligne. Dans les slides qui suivent, tu parles de intermittent fasting, donc vraiment du jeûne intermittent. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui confronte, qui choque parce que depuis qu'on est tout petit, qu'on se fait dire qu'il faut jamais sauter le déjeuner le repas le plus important de la journée. Mais il y a de plus en plus de médecins qui parlent de l'impact que ça peut avoir, tout en lien avec la gestion au niveau de la glycémie, au niveau la glycémie, ouais. Puis de l'incidence de l'insuline, tout ça. Ben, tu sais, ça peut être intéressant d'aller plus loin puis de pousser, de se documenter au lieu de juste rester assis sur qu'est-ce qu'on se fait dire depuis qu'on est tout petit, puis juste de comprendre comment notre corps réagit. Il y en a qui ont besoin du déjeuner le matin, puis il y en a qui, en consommant beaucoup plus gras, durent vraiment plus longtemps avant d'avoir faim. Puis l'idée dans la vie, c'est pas de manger quand on n'a pas faim, c'est de manger quand on a faim. Puis pas se restreindre, mais pas non plus manger pour rien, tu sais. Non, non, c'est ça. Puis ça, c'est une belle victoire en soi de ne pas être toujours affamé. Là, Ah oui, parce que ça rend, tu l'as dit tantôt, puis je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Quelqu'un qui a faim, moi, je deviens complètement une vraie chipie, là, vraiment. Il faut que je dise que je m'excuse à tout le monde qui m'ont croisé pendant que j'avais faim parce que quand je me transforme en, c'est quoi, Dr. Jekyll ou Mr. Hyde, là? Je sais pas lequel est lequel. Je passe de mal à Je l'autre. transforme en Hulk. Fait que, un petit peu. Oui, c'est vrai que tu es une bonne prof. Junie donne des cours dans sa discipline, mais moi, je tiens à te remercier énormément pour ta présence puis tout le travail. Je sais qu'il y a tellement d'informations. Écoute, ça fait 2 mois que tu nous en parles, ça fait 2 mois qu'on est dans notre petit groupe à nous à faire des recherches, à lire des choses, puis à un moment donné, être complètement mêlé dans tout ce qui est disponible comme info. Puis des fois, il y a justement tout le concept scientifique qu'on a soit focal compris pourquoi est-ce que c'est important de prendre certaines choses en considération. Puis tu nous l'as super bien mâché. Ça n'aurait pas pu être mâché plus rapidement que ça. Ça aurait été difficile d'absorber l'information. Puis même à ça, il nous en reste encore tout plein à aller chercher. Mais je veux vraiment te dire merci, Juni, parce que c'était franchement très intéressant et il y a plusieurs choses que j'ai en tête aussi. Puis les références, si tu veux peut-être aller juste en guise de closing, euh, c'est le fun parce que tu amènes aussi une information, une comparaison avec justement les régimes Atkins, puis toutes ces Oui, c'est ça. affaires-là qu'on a entendu parler dans le passé, puis que le monde, de toute façon, ils prenaient ça, ils prenaient des barres de produits full méga transformés, mais qui n'avaient pas de glucides, puis qu'après ça, ils recommencent à manger normalement, puis ils font encore une fois, tu sais. Mais justement, dans toutes tes ressources, tes personnalités, les lectures scientifiques, s'il y en a qui sont plus de ce type-là, le volet plus podcast des applications, c'est super complet. Fait que vraiment, puis moi, c'est le 3e site Internet, je l'adore. Yann Vogel de ltpursuit.com, là, vous devez aller la suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Internet. Puis je suis sûre que si vous la voyez dans la rue, sautez-lui au cou, elle est extraordinaire. Donc, alors, si c'est tout, moi, je te dis merci énormément. Ça me Oui. fait plaisir. En fait, j'ai mis aussi la liste. En fait, juste pour dire, parce que je pense que si vous voulez fouiller, ceux que j'ai mis, c'est vraiment ceux que j'ai lus moi-même. En fait, j'ai passé au travers des livres, j'ai dû en lire une dizaine, puis c'est des sites que j'ai mis seulement ceux que je truste à 100%. Il y en a tout plein, l'Internet déborde. Puis je vous ai mis en fait la liste des auteurs fiables. Donc, si jamais vous tombez sur des livres qui sont écrits par ces personnes-là, en fait, c'est vraiment de l'information validée. C'est une base scientifique que je considère solide. Puis je voulais juste faire un petit clin d'œil à Dr. Evelyne Bourdieu-Roy, là, qui est comme une des premières au Québec, en fait, qui a ouvert une clinique LCHF à Contrecœur. Ça s'appelle la clinique Reversa. Si jamais vous voulez entendre quelqu'un vous en parler en français, elle a fait quelques entrevues à la radio. Elle est géniale, elle est super sympathique. J'ai correspondu avec elle quelques fois. Je voulais que son nom apparaisse à quelque part. Donc, au moins, vous aurez toutes les infos nécessaires, puis vous pourrez lire ce qui reste
avec la présentation que je t'envoie. Je vais mettre avec l'enregistrement puis la présentation, je vais mettre le lien vers sa dernière entrevue qu'elle a faite la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Ça serait bien. Je pense que les Oui. gens vont apprécier. Puis elle vulgarise bien aussi. C'est sûr que ça va moins en détail. Ça l'explique un peu pourquoi est-ce qu'on devient des complets fans d'avocats et de bacon. Mais c'est intéressant quand même d'avoir une belle approche en français parce qu'il y a beaucoup de documentation, comme tu dis, en anglais, mais des fois, c'est un peu moins accessible ici, Ouais. surtout quand on parle de concepts. On n'est pas en train de commander 2 œufs bacon. Là. On parle vraiment de concepts plus détaillés. Alors, je te remercie énormément. Je t'envoie vraiment plein de becs de reconnaissance et je suis certaine que vous avez toutes trouvé ça extraordinairement bien monté et apporté. C'est gentil. Salut tout le monde! Bye!